Le cercle RH est notre débat quotidien pour vous parler d'un rapport dont on a peu parlé ou pas encore parlé dans les médias. Rapport européen remis justement et travaillé avec plusieurs acteurs. On va faire le point sur l'intelligence artificielle et le monde du travail et le dialogue social qui est un élément supplémentaire. Comment l'IA peut bousculer, transformer le dialogue social. Et c'est un travail extrêmement approfondi qui a été porté par mes invités. Je salue Raphaël Bertolon. Bonjour Raphaël, coordinatrice de ce projet, l'une des coordinatrices, parce que vous avez été très nombreux, mais je commence par vous, de ce projet Sequoia, qui est un jeu de mots, Sequoia, comme intelligence artificielle. Vous étiez, il y a encore peu, secrétaire national à la CFE-CGC, et vous avez rendu le tablier après près de 20 ans de bons et loyaux services. Merci en tout cas d'être avec nous. Odile Chani, l'une des coordinatrices, alors dans le rapport on appelle ça le consortium, en tout cas de ce groupement d'acteurs. Vous êtes économiste à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et vous suivez les organisations syndicales, les syndicats salariés. Vous y tenez beaucoup. Ça vous va comme présentation? C'est important. Bruno Choix, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le concret, on va en parler avec vous. Vous êtes membre du CESE européen et vous êtes le groupe des côté groupe employeur au CESE et vous êtes le président de la branche réparation vente FNA, Fédération nationale de l'automobile, pour être extrêmement concret, et on sera concret avec vous. D'abord, Odile, commençons, parce que ce rapport, d'abord, il a été remis à qui? Vous l'avez remis à qui? Alors, c'est un rapport européen qui a été remis à la Commission européenne. Donc, la Commission est en train d'examiner votre travail et va venir nourrir une réflexion, j'imagine, dans le cadre de directives ou de textes en préparation. Alors, ce type de rapport et le guichet auquel on a été, puisque c'est comme ça qu'il faut parler dans le jargon européen, c'est un guichet qui vise à soutenir le dialogue social et les partenaires du dialogue social. Donc, finalement, la Commission européenne dédie des fonds aux acteurs pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils s'outillent en matière de dialogue. Et c'est à ce guichet-là qu'on a été. Le fameux guichet, et un mot quand même sur la méthodo, parce que ça fait presque 3 ans de travail, 2020. Vous répondez à un appel d'offres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs, et pas que des acteurs du syndicalisme salarial, les acteurs aussi du syndicalisme patronal, disent nous, on y va. Parlez-nous de cette méthodologie et de la manière dont vous avez travaillé, qui est assez originale. Alors ça, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Un ingrédient essentiel de notre projet, ça a été de constituer une méthode, d'élaborer une méthodologie, une méthode de travail innovante qui repose vraiment sur l'idée qu'il faut impliquer et associer les parties prenantes à co-construire et réfléchir ensemble aux réponses qu'on va apporter. Et donc on a été en permanence en déséquilibre de ce point de vue, parce qu'on était en permanence en exploration de notre méthode et aussi de l'intelligence collective. Mais l'idée était de constituer une sorte de communauté, qu'on a appelée de communauté agissante, d'acteurs tous parties prenantes, qui soient en entreprise, représentant des éditeurs, représentants d'organisations de patronat. Tous les acteurs, ceux qui fabriquent l'IA. Et ceux qui fabriquent l'IA, qui est essentiel, pour réfléchir ensemble au sujet qu'on voulait regarder. Odile, juste une question alors, de béotien, parce que moi je suis confronté à cette problématique, je m'attelle à ce sujet sur le plateau, je veux que les téléspectateurs comprennent, mais vous, l'économiste, vous êtes aussi loin que moi de l'IA, c'est quelque chose qui semble tellement loin de nous. Alors, en fait, on est tout à la fois tous très éloignés et très impactés tous les jours par l'IA, parce qu'il y a partout chez nous. Quand vous répondez à votre mail, vous avez une aide qui est par une intelligence artificielle. Et c'est justement ça qui était notre volonté. C'est lever le capot pour faire lever le capot, et puis de prendre cette conscience que nous sommes tous travailleurs, chefs d'entreprise, de petites entreprises, parce que dans le consortium, ce qui était très important, c'est qu'on a des représentants justement des petites entreprises de proximité. On est tous citoyens. L'UDP, il faut le préciser. L'UDP. On est tous concernés. Je précise, Raphaël Bertolon, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément important. Quand on lève le capot, moi, quand j'essaie de lever le capot, objectivement, je ne vois rien. Je vois des fils partout et je ne comprends pas. Je précise que dans votre histoire personnelle, vous êtes statisticienne. Vous avez, je veux dire, une vision très mathématique des choses. Non, mais c'est important de le dire. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ces 3 ans de travail? Parce qu'on arrive à des conclusions assez concrètes. On voit que l'IA est très évolutive et que c'est une technologie qui bouge tout le temps, alors que, globalement, les structures du dialogue social sont un
peu figé, et que tout ça peut avoir une incidence. Dites-nous ce qui ressort fondamentalement de ce travail. Oui, ce qu'on a essayé, c'est avec cette communauté de pouvoir tous collectivement monter en compétences et identifier aussi véritablement les spécificités de l'IA par rapport à des technologies sur lesquelles on a éventuellement l'habitude de travailler. Et là, on a identifié en fait 3 grandes thématiques, enfin spécificités. C'est la temporalité, avec l'idée qu'on est toujours dans un outil jamais fini. C'est ça. Et itératif. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement, voilà. Ensuite, il y a la question des relations et des interactions. C'est pour ça aussi, alors je ne sais pas si, on va peut-être aborder après, mais aussi les outils qu'on a proposés. Mais là-dessus, ça change radicalement les relations parce qu'on va vers une sorte d'hybridation. Une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est que par nature, elle est un petit peu invisible. Exactement. Et pourtant, donc, on ne sait pas ou pas. Voilà, donc vous dites, c'est important. Et puis. Allez-y, Raphaël. Et la troisième spécificité, c'est notamment au regard de l'espace. En fait, on voit que l'IA fait, entre guillemets, fait bouger et explose les frontières. Donc, c'est cette notion-là, et notamment on l'a vu avec Bruno dans le cadre de l'expérimentation sur la filière automobile. Dans une partie des conclusions de ce rapport, l'interface du dialogue de l'IA doit permettre des explications, des notifications, du raisonnement de l'IA, permettant aux salariés d'être acteurs de la décision et non un simple résultat demandant une exécution. C'est un peu ça la philosophie. Au lieu de subir en permanence, et j'ai envie de dire d'en avoir très peur, objectivement ça génère beaucoup d'angoisse, faire en sorte que le salarié devienne acteur. Bruno, côté Fédération nationale automobile, concrètement, comment l'IA vous impacte et comment vous dites, moi, et j'ai lu le rapport, vous êtes tous énormément impliqués, vous avez tous beaucoup travaillé, comment l'IA impacte votre secteur ? En fait, je m'en suis rendu compte il y a 3 ans aussi, à l'initiative du projet. J'étais ravi qu'on me sollicite au titre de l'UDP et de la FNA justement pour évoquer les sujets automobiles parce que nous sommes en plein dedans et très impactés aujourd'hui. Sur des problématiques d'assurance. Exact. Qui aujourd'hui veulent faire de l'intelligence artificielle un mode économique encore plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez un accident ou... Photo qui est envoyée à une intelligence artificielle qui vous calcule un montant de réparation sur un prix forfaitaire toujours au plus bas, sans avoir la notion de l'expertise contradictoire, sans avoir la notion de la réparabilité Ce que vous dites là existe déjà, il faut le préciser. Ça existe déjà, et c'est là où j'interpelle un peu les États, enfin tout le monde, et j'étais ravi de partager avec Odile et Raphaël sur le sujet, parce que nous sommes au début du balbutiement, et le monde des assureurs, vous savez comment ils sont, ce sont des économistes avant tout. Et voilà. Et moi, ce que je crains au plus, c'est que ce soit au détriment de la qualité des réparations. Excusez-moi, Bruno, vous vous immergez dans ce sujet, vous bossez, vous vous réunissez dans cette méthodologie si particulière. Est-ce que concrètement, vous dites maintenant, c'est à la Commission européenne de recréer de nouvelles règles, parce que pour l'instant, tout vous échappe là. Ce que vous décrivez là, ça vous échappe. Ça nous échappe, sauf qu'il y a des réglementations européennes, comme le libre choix du réparateur, la réparation aussi vue par un expert et compagnie. Exact. En fait, à partir du moment où l'assurance a chiffré à travers l'IA, envoie un règlement direct à l'assuré, il s'est désengagé de tout, quel que soit réparé ou pas, accidenté ou pas. Je vous envoie l'argent, faites bien ce que vous voulez, monsieur. Ce que vous voulez, et l'assurance, c'est fini pour lui. Et je trouve ça, pour moi, c'est le particulier. Vous êtes assuré, vous payez votre assurance, vous devez une réparation en bonne et due forme. Exact. Surtout avec l'époque à laquelle on vit. Et cet exemple concret, là, c'est exactement ce que vous nous disiez au début de cet échange. On est impacté quotidiennement par l'IA. Et finalement, on arrive, on n'a pas la clé pour ouvrir le capot, et puis quand on l'ouvre, on ne comprend rien. Comment les salariés, comment les acteurs, puisque vous représentez aussi des organisations salariales, comment ils peuvent se réapproprier, je dirais presque démocratiquement, cet outil qui semble si technique, si complexe, qu'on a le sentiment qu'il nous échappe en permanence, il nous glisse des mains, ce sujet. Ça a été le cœur de notre réflexion, comment outiller les acteurs et comment aussi mettre au service des acteurs des outils en termes de dialogue. Et
un point qui est important à souligner, c'est que, et Bruno est tout à fait représente tout à fait ça, c'est que notre réflexion n'a pas porté que sur le dialogue social au sens strict du terme. Mais c'est pour ça qu'on reste pas. C'est pas le CSE. Hein. Voilà. Dans notre projet, c'est vraiment de dire, en fait, il faut faire bouger aussi les objets, les périmètres et les lieux du dialogue. Et les parties prenantes autour de la table. Et les parties prenantes. On est d'accord. Absolument. Raphaël, quand on dit les parties prenantes, c'est que quand on parle de l'IA, tout ça est très évanescent pour le commun des mortels que je suis, mais derrière, il y a des entreprises, il y a de la technologie, il y a des ingénieurs, il y a beaucoup d'argent. Comment, excusez-moi de vous reposer la question, mais comment on se réapproprie tout cela? Comment vous nous rendez quelque chose de très opaque, de très transparent? Alors, c'est l'enjeu du rapport. C'est pour ça qu'on a prévu dans le rapport, on a fait un atelier design thinking, on a dessiné plusieurs outils qui sont des briques en fait à disposition des différentes parties prenantes et qui viendront, je dirais, alimenter le nouveau règlement qui vient d'être voté par le Parlement sur l'intelligence, sur l'IA, où il est prévu justement une consultation, mais justement une seule fois en amont Puis après terminé. Voilà, donc nous, on a prévu un certain nombre d'outils issus des fruits de notre réflexion par rapport à ce qui changeait. Par exemple, on prévoit une clause de revoyure en disant, comme il y a ce système interactif, et qui évolue technologiquement. Technologiquement. Après, on a mené aussi une expérimentation qui était très intéressante et qui nous a permis aussi de voir comment on peut former aussi et quel type de formation. Et là, on a imaginé les formations avec des regards croisés, salariés, dirigeants d'entreprise, experts métiers, parce que la perception de l'IA n'est pas la même et de pouvoir échanger avec une technique aussi un peu particulière, développer une méthodologie développée par le cabinet Estacadata qui nous a accompagnés sur le sujet. Mais Raphaël, très concrètement, vos amis syndicalistes, vous ne l'êtes plus ou moins, comment ils se réapproprient dans leur discours même de syndicalistes des collaborateurs qui dans la banque, que vous connaissez bien, qui dans l'assurance, qui dans des secteurs du tertiaire, se sentent eux-mêmes dépossédés de leur travail. Comment un syndicaliste est capable de se réarmer sur ce sujet? Il y a de la pédagogie, il y a de la conférence, il y a le dialogue, il y a la formation. Et justement, la formation avec des regards croisés, parce que je crois que c'est vraiment important de partager sur la perception, enfin, c'est ce qu'on a vu au cours de l'expérimentation. Et puis après, on a proposé aussi d'autres outils comme le registre, un peu à l'identique de ce qui existe pour le RGPD, d'avoir un registre sur tous les traitements d'intelligence artificielle. Ils jouent le jeu d'ailleurs, les acteurs de l'intelligence, ils sont d'accord pour se mettre autour de la table? Non, parce que c'est la question qu'on se pose. On se dit après tout, ils n'ont peut-être pas ils n'ont pas envie d'ouvrir le capot. Ils sont d'accord. Au contraire, parce que ça va permettre de justement. Mais excusez-moi Bruno, pour qu'on y voit clair, vous perdez de l'argent sur cette opération dont vous parlez. C'est-à-dire que c'est parti en IA. Je prends la photo. Tout ça est fait très rapidement parce qu'on a de la data et de la donnée. On a eu 50 000 accidents qui sont compilés. Ça fait 600 €. Très bien. Je reçois l'argent. Et vous, votre enjeu financier là? Parce que j'imagine qu'il y a un enjeu business dans ce que vous nous dites. Il y a un enjeu business, mais pour moi, ce n'est pas la priorité avant tout. La priorité, c'est le consommateur, qui au bout du compte a un véhicule. C'est ça. Parce que l'aspect business, forcément, on l'aura toujours, parce que les accidents un peu plus gros, où il y a quand même malgré tout un suivi d'experts et compagnie, mais c'est tout ce qui est un peu... Accrochage et compagnie. Et moi, c'est l'aspect sécurité pour le consommateur qui m'interpelle le plus. La profession, elle va s'adapter, quoi qu'il en soit. Elle l'a toujours fait. Ça ne change rien pour vous? Sur la méthodologie, si, parce qu'il y a les rapports experts assurés, quand même, qui sont très, très importants pour sécuriser et le client. L'assureur dit c'est plus rapide pour le consommateur. Hein. Il dit la même chose, lui. Il dit c'est génial. Il dit c'est génial parce qu'il a tiré au prix le plus bas, il a sorti le dossier, pour lui le dossier est clos 8 jours et tout, et sans savoir s'il a... Sans avoir le suivi de savoir s'il a fait les travaux. Et pour lui, il a réglé, peu importe, il n'y aura plus aucun recours possible après, quoi qu'il en soit. Donc, vous évoquez quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on l'évoque, les dangers, je mets des guillemets, mais les dangers, des risques sur la santé mentale, c'est évoqué dans le rapport. Odile, peut-être vous voulez en dire un mot, peut-être, parce qu'il y a tous les enjeux d'implication qui nous échappent. On est impacté, mais on ne sait pas trop comment. Puis après, des éléments extrêmement concrets.
En fait, c'est la raison pour laquelle ce type de rapport et les préconisations qu'on fait et les outils qu'on apporte est essentiel. C'est parce que justement, on est dans un contexte où on a des technologies impactantes qui ont des effets dont on ne mesure pas toute l'ampleur. Oui. C'est pas pour rien qu'on s'inscrit aussi dans la temporalité du règlement IA, qui a une approche par le risque. Et qui, il y a un risque, donc. Et il y a de nombreux risques, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on a des systèmes qui donnent des instructions, qui interagissent. Et c'est bien ça leur spécificité. Raphaël, je me tourne vers vous, ancienne syndicaliste, mais toujours impliquée. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des réglementations d'État, il faut une transparence, il faut des réunions. Qu'est-ce qui fait et comment on peut limiter le risque de l'IA ? Parce qu'on a l'impression que c'est tentaculaire et que la tentacule s'allonge de jour en jour. Mais c'est surtout le dialogue et puis associer l'ensemble des parties prenantes parce que la spécificité aussi de l'IA, c'est qu'avec les données, là c'est la statisticienne qui parle, on est tous co-concepteurs, en fait. On fait grossir l'hydre. Et ça pose des questions, bien évidemment, éthiques, et donc il faut vérifier tous ces points-là, mais ça pose aussi des questions économiques, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple avec les experts automobiles, si on récupère éventuellement toutes les données, c'est eux qui constituent toute la base de données. Et après, c'est eux qui apportent la richesse donc et comment on va répartir acteurs tout ça. Voilà. Et gestionnaires de leurs données, parce que c'est un peu comme les données de santé. Beaucoup de compagnies se disent si on récupère les données de santé, avec ça, on fait des choses. Vos données, vous les perdez, vous, en fait. On les avez pas encore, là. On les garde, mais c'est ouvert à tout, en fait, parce qu'en fait, on les diffuse. Data, quoi. C'est l'open data. Là, on enrichit toutes les bases de données externes, quelles qu'elles soient. Donc, juste un mot, parce que ce débat est totalement passionnant. Est-ce que, à l'aune des 3 ans de travail, avec tous ces acteurs, parties prenantes, vous dites, il y a de quoi s'inquiéter et il faut réglementer, ou vous dites, de toute façon, je dirais, la savonnette est partie, on ne peut plus l'arrêter, en un mot. La savonnette est partie, il faut accompagner, il faut outiller, il faut acclimater, et puis il faut aussi réguler. Réguler. Et bien sûr, en fait, il y a une articulation des différents niveaux de réglementation. Et le règlement européen, c'est à force de loi. Donc, c'est comme le RGPD. Avec des transpositions de directives. Avec des transpositions qui vont prendre un certain temps. Pas de directives. Non, mais c'est application directe. Application directe. Alors, effectivement, inquiète ou pas inquiète, Raphaël Berthelon ? Parce que 3 ans de travail, vous devez avoir une vue panoramique du sujet. Oui, après, c'est justement comment les acteurs vont s'approprier. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de la régulation du règlement européen, qui est avec une approche par les risques, en catégorisant en fait les IA avec le niveau complètement interdit et prohibé, et puis avec faible risque. ChatGPT. Eh bien, pour ne pas le citer. Voilà. Oui. Donc, justement, sur le sujet, nous, ce qu'on dit, c'est que les représentants des salariés ont tout à fait un rôle à jouer parce qu'on est dans un système d'autorégulation. Puisqu'on va faire confiance aux entreprises et on dit les représentants des salariés, ils jouent le rôle un petit peu de ce que j'ai qualifié, qu'on connaît bien en banque, de contrôle de premier niveau, de régulateur de proximité, et il faut les associer parce que l'entreprise aussi pourra se sécuriser. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal, tout de suite, notamment on propose la création d'un comité d'éthique, ça sera avec un certain donc, réappropriation par les citoyens ou par les délégués du personnel, enfin en tout cas les syndicats. Vous vouliez conclure parce que je sens que vous avez un truc à dire. Oui, je voulais juste conclure et dire que ce projet était, c'est qu'il y a dit, très intéressant, et notamment au titre de l'UDP aussi. Pour les PME, les TPE, les petites entreprises, l'intelligence artificielle est aussi impactable. Et surtout ne pas oublier donc, le monde des salariés que j'apprécie énormément et de pouvoir conserver un dialogue social digne de ce nom et par la valeur humaine. Et là, c'est important aussi d'être tous ensemble, justement, de pouvoir en échanger. Le dialogue social, c'est fait grâce à ce rapport Sequoia. Tout à fait. À découvrir dans toutes les langues, parce que quand on va sur le site, vous l'avez en anglais, vous l'avez, il y a 5 langues. En italien, parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos amis. Non, mais je précise que c'est un travail qui est assez colossal
et qui est, à mon avis, une matrice de réflexion autour de la manière dont nous, citoyens, on se réapproprie ou pas ces enjeux d'IA. C'était passionnant. Merci Raphaël Berthelon, coordinatrice de ce projet Sequoia, avec évidemment, mais bien sûr, avec, je ne peux pas citer les deux noms en même temps, avec Odile Chani qui a énormément travaillé et qui est coordinatrice aussi, économiste à l'IRES. D'ailleurs, Raphaël Berthelon, vous avez quitté le secrétaire national pour travailler et accompagner l'IRES aussi. Vous allez travailler ensemble. Je représente la CFE-CGC à l'IRES. Représentante de la CFE, donc vous n'avez pas totalement quitté le syndicalisme. Et Bruno Choix, vous êtes membre du CESE européen, l'UDP, que vous représentez sur ce plateau à travers la branche de réparation-vente de la Fédération nationale de l'automobile. Lisez ce rapport, vous qui vous intéressez à l'IA. C'est 3 ans de boulot, mais c'est un travail colossal. Merci à vous 3 de nous avoir éclairés. Et on termine notre émission. Alors avec un tout autre sujet, parce que je ne pense pas que l'IA puisse encore impacter ce sujet, la parentalité, oui, ça, l'IA ne pourra pas remplacer la naissance des bébés. Je ne sais pas. On en parle, c'est tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.